Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme Julie l'a mentionné, conception intégrée pour réduire l'empreinte écologique. Nous, c'est sûr qu'on est dans le bâtiment, donc on va vous présenter en fait différents exemples de notre approche là, par rapport au patrimoine bâti et à bâtir, bien sûr. Mais sachez que les processus, les réflexions, en fait, qu'on va vous partager aujourd'hui, restent quand même des éléments qui peuvent, des approches, en fait, qui peuvent être intégrées là, sur n'importe quel développement de projet ou de produit également. Donc, à l'agenda, pardon, et voilà. Donc, je vais vous présenter un peu la firme Edifica tout d'abord. Ensuite, on va parler d'empreinte écologique, c'est quoi? De l'approche intégrée, également des éléments qu'on doit retenir là, pour assurer la clé du succès. Et puis, après, on vous passe la parole. Donc, Edifica, c'est qui? C'est plus de 35 ans d'histoire, en fait, 135 professionnels localisés principalement au siège social à Montréal. Donc, une équipe qui est multidisciplinaire et puis qui fait des projets vraiment de toute échelle et de toute nature, principalement en Amérique du Nord. Tout à l'heure, je mentionnais multidisciplinaire. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement une firme d'architecture, c'est pas seulement une firme d'ingénierie. Donc, c'est une firme qui regroupe plusieurs professionnels en bâtiment, plusieurs expertises. Donc, au niveau du développement durable, de l'architecture, du design d'intérieur, de l'ingénierie et du design urbain. Et je vais passer le message. Je recrute actuellement en ingénierie également. Donc, voilà. Notre raison d'être, impacter l'avenir positivement. Donc, les projets, c'est ce qui nous porte au niveau de l'humain, des communautés, de la planète. Ce qu'on veut, c'est vraiment enrichir la vie humaine par des créations de lieux durables, carboneutres et inspirants. Donc, on se fait un devoir, que ça soit demandé par le client ou non d'emblée, on pourrait dire, de pousser nos projets vers notre mission d'entreprise. Voici quelques projets sur lesquels on a déjà travaillé. Vous connaissez peut-être le planétarium, justement, qui a été certifié LEED Platine, l'édifice Wilder dans le quartier des spectacles. Plus récemment, le bloc 4 d'Angus, pardon, dans la cité Angus, qui regroupe plusieurs principes de développement durable et de santé bien-être également. Donc, plusieurs projets, tous plus intéressants les uns que les autres, dont je vais vous présenter quelques éléments, quelques stratégies qui ont été intégrées là, aujourd'hui. Donc, le développement durable, c'est avant tout une question de culture. Tout à l'heure, je vous ai présenté la mission, mais ça part pas juste d'hier, on pourrait dire, cette mission-là d'entreprise. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on œuvre dans le développement durable, dans le développement de projets durables, je pourrais dire. 2005, la TAU, 2008, le premier projet LEED au Canada, et ainsi de suite. Et c'est vraiment en 2017 où on a fait notre adhésion officielle au Pacte mondial des Nations unies, qui nous a valu notre premier rapport de développement durable. Et depuis, bon, on a atteint la carboneutralité, on la maintient également depuis 2020. Et donc, depuis, on tire nos projets vers le haut, on pourrait dire, vers ces objectifs-là également de carboneutralité. Donc, l'empreinte écologique, c'est quoi? Je viens de parler de carboneutralité, de carbone. En fait, c'est plus que ça, l'empreinte écologique. Donc, on a une empreinte écologique qui est actuelle, mais également une empreinte écologique qui est future. Donc, au niveau de l'actuel, on parle, oui, du carbone, le carbone intrinsèque, donc les matériaux, ce qu'on va consommer pour soit produire une pièce ou construire un bâtiment. Ça va être également les impacts des activités de construction, les impacts de la consommation également des ressources. Et puis, on a notre empreinte future qui est bien sûr encore une fois notre carbone intrinsèque. Donc, on va parler de durabilité, de résilience, de circularité aussi dans les choix qu'on va faire là, au niveau de nos stratégies de conception. On va parler de notre carbone opérationnel, donc toute l'énergie qu'on consomme. Et puis, on va également parler de l'impact des occupants. Donc, les occupants en sont pour beaucoup aussi dans un bâtiment, donc leur consommation à eux de ressources également, puis les déchets qui sont générés. Donc, voyons, mieux vaut pardon, construire des bâtiments qui vont être durables également dans le temps pour essayer d'atténuer justement ce fameux carbone-là sur tout le cycle de vie du projet du bâtiment. Donc, l'écosystème de l'empreinte écologique, donc on a nos impacts environnementaux globaux, mais on peut le traduire également en carbone. Donc, on a plusieurs niveaux de carbone, là, je n'irai pas nécessairement dans le détail. Ça va justement de l'énergie qui va être consommée
ou avec une combustion directement sur le site, jusqu'à toutes les autres émissions qui sont non couvertes par l'énergie, on pourrait dire, donc tout ce qui est approvisionnement, matériaux, aliments, le transport également. Donc, on vient tout comptabiliser dans cette fameuse empreinte carbone-là. Et quelles sont les parties prenantes qui sont impliquées dans l'empreinte écologique? Ben, en fait, ça, il y en a plusieurs, puis vous êtes probablement tous des parties prenantes d'une empreinte écologique. Donc, si on se concentre en fait sur un projet de construction typique, là, donc on a toute notre équipe de conception au départ là, qui va être concernée par cette empreinte écologique-là, donc ils ont une responsabilité par rapport à ça. On a la construction proprement dite, donc le bâtiment, les matériaux qui ont été consommés, mais également l'énergie, comme on vient tout juste de parler, et puis les gens qui vont l'habiter. Donc, les personnes qui vont exploiter, les personnes qui vont habiter l'espace, donc tous ces gens-là, on doit les ramener autour de la table dès la conception, donc dès la première bulle que vous voyez en haut. Comment on appelle ça? Cette démarche-là, c'est vraiment l'approche intégrée pour pouvoir réduire cette empreinte-là. Donc, on ne sait pas nécessairement ou on espère en fait que les parties prenantes futures d'un bâtiment vont vivre l'espace, vont opérer l'espace comme nous, on l'avait pensé au départ, mais c'est rarement le cas. Donc, mieux vaut accueillir ces gens-là à la table dès le départ. Donc, si je compare rapidement les processus, je sais que c'est des schémas qui sont extrêmement chargés. Donc, vous avez en haut le processus dit un peu plus traditionnel. Donc, on a nos expertises qui sont les petits cartons de couleur, donc bleu, vert, rouge. Donc, ils commencent le projet de façon un peu disparate. On a d'autres expertises qui viennent se joindre un peu plus loin dans notre processus pour arriver à un projet. Et puis là, vous voyez là, les petits VE là, à chacune des phases qui est Value Engineering. Donc, pour arriver à la fin d'un projet, où on a fait en fait beaucoup de compromis. Et donc, on va livrer un projet, un bâtiment qui va répondre à certains besoins, mais qui n'auront pas nécessairement répondu à tous nos objectifs de dépasse. Problème de budget, d'échéancier, des fois de disponibilité de matériaux. Mais ce n'est pas un projet dont les caractéristiques d'exploitation, d'opération vont être collées justement sur ce que nous, on avait prévu lors de la conception. Vous voyez le processus en bas, qui est un processus intégré, qui contient beaucoup de cercles. Beaucoup de cercles, pourquoi? Parce que c'est un processus qui est itératif. Donc, on avance dans notre projet avec toutes nos disciplines. Et puis, on se fixe dès le départ, en fait, une première mission commune et on avance comme ça dans le projet, puis on vérifie à des moments bien précis et de façon beaucoup plus fréquente qu'un processus traditionnel. Donc, vous voyez ici, là, en fait, les différentes zones là, où on va aller faire certaines validations, certaines mises en commun des expertises également. Donc, on va faire ces validations-là beaucoup plus tôt, beaucoup plus en amont en fait du projet pour finalement livrer un projet qui va être que toutes les expertises vont être alignées, qui vont être collées également sur les besoins. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec la conception intégrée. Chez Edifica, on s'est développé une démarche qui est je dirais en 5 grandes étapes, mais qui ressemble beaucoup à l'approche de design thinking. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, ça va essayer de comprendre le problème ou le besoin, on pourrait dire, de le définir également, mais également de comprendre les gens avec qui on va travailler sur ce projet-là. Ensuite, on va imaginer, donc on va aller explorer tout ça. On va aller expérimenter certains éléments et puis finalement, on va venir tester ensemble la ou les solutions pour pouvoir déployer tout ça. Donc, en gros, c'est une approche beaucoup plus intégrée où on va aller chercher tous nos gens au niveau de l'exploitation, au niveau de l'occupation, directement au tout début de la conception, au niveau de la compréhension du besoin. Donc, le processus de conception intégrée, c'est un fil conducteur. Donc, c'est du début à la fin. On vient créer cette approche-là qui est très rassembleuse. On vient créer une plateforme de collaboration envers tous ces gens-là. Donc, ce n'est pas juste de dire on va attendre à la fin de l'étape, on va envoyer nos questions et où on va attendre l'audit de vérification de l'expertise ou quoi que ce soit. Non, ça se fait au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Donc, on n'a pas de temps mort où on va attendre après des réponses là-dessus. C'est également un soutien à la performance.
Donc, on veut s'assurer justement qu'on est toujours pile poil sur nos objectifs de performance au départ. Donc, on fait des validations en continu de ces performances-là. Un outil d'aide à la décision. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques outils à la fin de la présentation aujourd'hui qu'on a réalisés sur les projets. Puis ces outils-là nous ont aidés à prendre les meilleures décisions pour le projet. Donc, solution A, solution B, quelle empreinte carbone que j'ai entre les deux. Donc, voilà, on peut prendre une décision ensemble si on a toutes ces données-là dès le départ, au moment de la conception du projet et non à la fin lors de la construction. C'est également un incitatif à l'innovation. Donc, quand on a plein d'expertises différentes, plein de profils différents également autour de la table, souvent les gens vont aller se challenger. Pourquoi tu intègres tel élément, tu es sûr, tout ça, pourquoi on n'irait pas vers là? Donc, on va vraiment sortir de notre zone de confort et puis on va pouvoir créer des solutions qui vont être beaucoup plus innovantes et encore une fois, beaucoup plus performantes. Donc, un peu plus en détail, je vais vous présenter en fait différentes stratégies là, de qu'est-ce que ça pourrait ressembler sur des projets réels. Donc, la première étape, comme je mentionnais tout à l'heure dans notre fameux processus, c'est se fixer des objectifs pour réduire l'empreinte. Là, je me concentre vraiment sur le volet de l'empreinte écologique. Donc, on va se développer une mission commune qui va être en adéquation avec la culture de l'organisation. C'est très important. Si l'organisation, sa culture, c'est plus au niveau zéro déchet, on pourrait intégrer ces paramètres-là dans la mission de projet. Si on est carboneutre, justement, il faut s'assurer que le terme carboneutre se retrouve également dans cette mission-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les objectifs qui vont être à définir par la suite. Définir la durée de vie de l'ouvrage en termes de durabilité et de résilience. Je l'ai mentionné tout à l'heure, si on veut réduire encore plus cette fameuse empreinte de carbone-là, il faut créer des projets qui vont être également plus durables dans le temps et qui vont résister ou qui vont s'adapter en fait à nos changements climatiques également. On va identifier les indicateurs environnementaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer pour notre projet? Qu'est-ce qu'on a besoin de valider? Et puis, on va se fixer également des cibles de performance, comme par exemple la carboneutralité. Ça ne se fait pas juste par le client là, sur le bord d'une table, là, cet élément-là, là, en fait, cette étape-là. C'est vraiment une étape où on va rejoindre tout le monde, autant, comme je mentionnais tout à l'heure, les occupants, les exploitants, nos professionnels en bâtiment, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté justement sur cette mission-là. Quelles sont les priorités dans les cibles de performance qui vont être à atteindre? Il faut s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour la suite du projet. Les programmes de certification sont parfaits, en fait, comme cadre de performance. Ça vient vraiment soutenir notre démarche. Tout à l'heure, je mentionnais dans la diapo précédente, on veut se cibler, en fait, identifier des indicateurs de performance, cibler également des performances à atteindre. Les programmes que vous voyez à l'écran, que ce soit LEED ou Carbone Zéro ou Passive House ou encore, vous voyez un peu plus bas le stationnement éco-responsable, qui est un peu plus sur les sites, les aménagements de stationnement. Donc, tous ces programmes-là, en fait, vont aider à soutenir la démarche. Donc, quand on ne sait pas trop où s'enligner au niveau de nos indicateurs, on peut se fier justement à ces cadres de performance-là pour nous outiller dans nos démarches. La deuxième étape, une fois qu'on a bien ciblé notre cadre, on dit, OK, ensemble, c'est ça qu'on veut atteindre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'explorer les stratégies. Je les ai divisés en 3 thèmes pour la présentation d'aujourd'hui, mais écoutez, il peut en avoir 10, là, mais principalement eau, énergie, matériaux. Ce sont des sujets qui sont absolument à aborder dans un processus comme ça si on veut vraiment réduire notre empreinte. Donc, je vais explorer avec vous là, quelques stratégies, que ce soit au niveau passif ou jusqu'à actif, et des exemples réels là, sur des projets. Donc, au niveau de l'eau, en premier, on va parler de stratégie passive. Donc, vous avez à l'écran la Bibliothèque du Boisé, qui est un projet à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Laurent. Donc, la première stratégie, si on veut réduire notre empreinte écologique, vous allez me dire, ne pas construire. Je suis d'accord avec vous. Quand on veut justement avoir le moins d'impact possible là, sur notre site, le volet le plus facile à faire, c'est
justement de limiter cette fameuse construction-là. Donc, on va parler de préservation. Donc, on arrive sur un site, on regarde, OK, bon, de quelle façon je peux peut-être augmenter ma densité et réduire mon empreinte au sol. Et puis, justement, de favoriser un aménagement, de restaurer un aménagement qui va aider à ramener la biodiversité, mais qui va aider également à cette fameuse problématique de gestion des eaux pluviales qu'on entend de plus en plus parler. On va avoir d'autres stratégies qu'on peut dire semi-passives. Donc, vous voyez à votre gauche une image du planétarium Rio Tinto Alcan, encore une fois à Montréal. Donc, un projet qui a été certifié LEED Platine. Donc, les différentes stratégies dans ce projet-là pour justement limiter notre fameuse empreinte écologique, je dirais que la première, ça a été vraiment le végétal. Donc, même ce qui est au sol actuellement, que vous voyez vert, ça reste une toiture végétale parce qu'il y a des espaces sous ce gazon-là, sous ces plantes-là, qui sont aménagées, que ce soit des entrepôts, que ce soit différentes salles multifonctionnelles. Donc, de maximiser en fait l'empreinte verte, on pourrait dire, au détriment de l'empreinte grise. Donc, ça a été optimisé pour le projet. À votre droite, vous voyez le Campus 1000, donc l'aménagement d'une grande place là, sur le campus. Cette place-là, en fait, a intégré plusieurs stratégies de gestion des eaux pluviales. On parle d'abord de perméabilité. Donc, une fois qu'on a maximisé notre végétal, on doit quand même mettre une partie de minéral. Donc, qu'est-ce que je vais faire, encore une fois, pour gérer cette eau-là? Donc, je vais créer certains bassins de rétention, que ça soit temporaire, bassin d'infiltration, tout ça. Mais dans le cas que vous voyez ici, c'est tout simplement du pavage qui est perméable. C'est-à-dire que les pavés ne se collent pas ensemble. Donc, une meilleure infiltration ensuite là, dans les zones qui ont été plantées. Donc, on va aménager certaines stratégies comme ça. D'autres stratégies semi-passives, vous voyez à gauche, en fait, qui est Corporation d'habitation Jeanne-Mance. C'est un projet qui a été certifié stationnement éco-responsable. Donc, on parle d'une grosse noue de biorétention. Là, je n'avais pas assez de place sur la photo, mais à votre gauche, en fait, c'est un grand stationnement. Et donc, toute l'eau du stationnement ruisselle dans ce bassin de biorétention-là. Donc, on essaie justement d'aménager ces espaces minéraux-là entrecoupés justement soit de bassins ou de noues de biorétention pour favoriser aussi une meilleure infiltration dans le sol et redonner justement à notre écosystème hydrologique. Donc, vous voyez à droite, Revitalisation Val-Martin, un projet de 360 unités d'habitation sociale à Laval qui est en fin de construction actuellement. J'ai quand même mis le plan global ici pour vous montrer. Donc, vous voyez les petites gouttes d'eau. Donc, c'est un projet qui a, oui, maximisé justement la densité sur le site au grand complet pour s'assurer d'avoir le plus de végétal possible. Mais en plus, pour réduire cette fameuse impact-là de ruissellement des eaux pluviales, des toits verts ont été ajoutés sur une section du pôle communautaire. On a des jardins de pluie, des bassins de biorétention, également des noues de biorétention à différents endroits. Donc, vous voyez ici en bas, juste devant le bâtiment. Donc, on vient aussi allier plusieurs objectifs de performance qu'on s'était fixés sur le projet, soit de créer des îlots de fraîcheur également. Donc, on va avoir des arbres qui vont faire de l'ombrage, soit sur le bâtiment, soit sur les espaces piétons, quand ils vont être assez grands, bien sûr, mais on vient justement essayer de créer une meilleure balance hydrique là, de notre site. Avoir des stratégies également dites plus actives. Là, je ne promouvois pas de marque ou quoi que ce soit aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter un peu qu'est-ce qui est à intégrer dans un projet. Et puis, si je vous avais montré une photo de projet, vous auriez dit c'est quoi qu'elle montre parce qu'habituellement, c'est enfoui, on ne voit pas ces affaires-là. Donc, on va parler vraiment de récupération des eaux de pluie qu'on voit de plus en plus sur les projets. Donc, on manque d'eau potable également. Donc, on veut s'assurer justement d'avoir une meilleure durabilité dans la ressource, d'avoir une meilleure pérennité. L'eau de pluie peut nous permettre de remplacer, par exemple, l'eau des sanitaires, tout ça. Ce que vous voyez à droite, ça, c'est un récupérateur assainisseur, on pourrait dire d'eau grise également.
Donc, toute l'eau qui va être de nos lavabos, de nos douches, même chose, on va aller faire une certaine filtration, puis on peut la réutiliser soit dans les sanitaires ou soit pour d'autres usages d'eau, bien sûr, non potable. Donc, plusieurs technologies disponibles sur le marché et des technologies même éprouvées, là. Au niveau de l'énergie, on revient dans le passif. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser en premier? Qu'est-ce qui est le plus facile et le moins coûteux? Tout simplement, c'est de bien orienter son bâtiment. Donc, j'ai parlé également d'ombrage tout à l'heure. Donc, est-ce que je suis capable de dégager une certaine distance, une certaine marge de recul par rapport à ma zone piétonne pour planter et puis créer de l'ombrage sur les surfaces qui vont être plus exposés, en fait, au soleil pour réduire la charge, justement, énergétique du bâtiment. On va travailler également les couleurs des façades. Ça aussi, ça ne coûte rien travailler une couleur de façade. Donc, ce sont des petits gestes, justement, dans un projet qui vont permettre de bonifier, en fait, la performance du bâtiment en termes de consommation énergétique, mais qui doit être travaillé aussi en adéquation avec le besoin des occupants puis des exploitants. On va parler également de résistance thermique. Donc, dans les 2 dernières années, là, il y en a qui ont fait le saut là, avec le nouveau code, tout ça. Mais dites-vous que les programmes de certification, les nouveaux climats, les livres de ce monde, c'était des cadres de performance qui étaient déjà au-delà de la réglementation qu'on a actuellement. Donc, quand je parlais tout à l'heure que ces fameuses certifications-là, ces cadres de performance-là peuvent bien vous outiller, bien vous encadrer pour faire les bons choix. C'est une démonstration également de l'efficacité des programmes. D'autres stratégies qu'on peut dire à la fois passives et semi-passives. Donc, on a tout le volet éclairage naturel. Donc, on va essayer de maximiser, comme vous voyez à droite ici, l'Atrium Dynamite, qui est un tiers-lieu, qu'on pourrait dire, là, en 2 bâtiments industriels où les employés viennent se restaurer, viennent faire également des rencontres, collaborations, tout ça. Donc, c'est un espace qui est presque entièrement, comme vous pouvez voir, alimenté en éclairage par le naturel. Et donc, le soir, bien sûr, on a un éclairage qui vient compenser. Donc, quand on maximise justement cet éclairage naturel-là, c'est très important aussi de regarder, de ne pas faire des gains de chaleur qui pourraient créer des désagréments pour les occupants. Je vais vous montrer un peu plus loin là, quel outil on peut se servir là, pour pouvoir contrer ces désagréments-là. Vous voyez à gauche ici l'usine de Soprema à Drummondville qui a un joli mur solaire, donc préchauffage de l'air dans ce cas-ci, mais on a également d'autres technologies qui pourraient intégrer dans un bâtiment, là, préchauffage de l'eau aussi. Donc, le solaire, c'est une énergie qui est gratuite encore. Faudrait en profiter. Donc, là, aussitôt qu'on peut travailler justement cette fameuse orientation-là, les pourcentages de fenestration, les localisations également de cette fenestration-là, on peut facilement, autant en industriel qu'en résidentiel qu'en commercial, intégrer différentes stratégies dites plus semi-passives ou semi-actives, comme le préchauffage de l'air. Les stratégies plus actives, donc je l'avais montré brièvement, je crois, en introduction, le bloc 4 de la Cité Angus 2, qui est un projet résidentiel. Donc, on va parler dans ce cas-ci d'échange thermique. Donc, c'est un projet qui est connecté, qui est pratiquement complété. Là, je crois qu'on est à 90% de construit. Et puis, ce projet-là va se connecter à une boucle thermique. Donc, vous voyez ici un petit schéma qui a été fourni par Énergère. Donc, on vient créer des échanges thermiques. C'est quelque chose qu'on regarde de plus en plus pour essayer de réduire justement la charge unique du bâtiment. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans mon secteur, dans mon quartier ou dans le nouveau développement que je viens créer pour avoir d'autres énergies gratuites? Donc, moi, la chaleur que je vais rejeter, peut-être par mes réfrigérateurs d'une épicerie, le bâtiment résidentiel à côté pourra en bénéficier.
Donc, on va essayer de voir un amalgame justement d'usages et de ressources pour créer la meilleure communauté énergétique possible. Donc, on va avoir bien sûr d'autres technologies comme le thermopompage, la géothermie, la récupération de chaleur qu'on peut ajouter là, dans ce type de projet-là également. Et puis, les accumulateurs de chaleur là, qu'on commence à entendre parler de plus en plus. Donc, une fois qu'on a décidé justement de nos stratégies, que ce soit au niveau passif, semi-passif ou même actif, là, avec des systèmes très performants, on va parler également de sources énergétiques. Donc, il faut se poser la question dans un projet. Souvent, j'entends parler, oh, mais il faut réduire la pointe, il faut réduire la pointe. Oui, il faut le faire. C'est très important de gérer cette fameuse pointe-là. Mais il ne faut pas le faire les yeux fermés non plus. Donc, on a des choix de systèmes qui vont nous aider justement à éponger une certaine partie. J'ai parlé brièvement justement des accumulateurs thermiques. Il y a d'autres technologies également qui pourraient nous soutenir dans cette fameuse gestion de pointe-là. Mais il faut se poser une question. Donc, à l'écran, je vous ai juste présenté un peu l'impact justement des différentes sources énergétiques qu'on utilise de plus en plus, là. Bon, gaz naturel, on parle de 53 kg par méga-BTU de CO2 équivalent. Versus l'hydroélectricité tout en bas qui est à 0,47. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un gros monde entre les deux. Donc, c'est important de faire de bons choix pour réduire en fait notre fameuse charge énergétique de base du bâtiment, mais également de gérer cette pointe-là. Donc, on est tous une communauté qui consomme notre fameuse hydroélectricité. On arrive parfois au bout là, dans nos épisodes de pointe, donc on a toute une responsabilité aussi de la consommer intelligemment, que ce soit par d'autres sources énergétiques ou par d'autres stratégies électromécaniques. Donc, ce sont tous des éléments à discuter très, très tôt dans un projet, surtout si on a des objectifs justement de carboneutralité. On a parlé d'eau, on a parlé d'énergie. Maintenant, on va parler de matériaux. Donc, tout d'abord, mettons les stratégies, on pourrait dire, de circularité. La première chose, la récupération, la réutilisation. Donc, vous voyez à gauche le projet station numéro 1 qui est encore une fois de l'habitation sociale, donc qui est un ancien poste énergétique de mémoire. Et puis, donc, le bâtiment a été entièrement gardé, restauré, lesquels on est venu intégrer justement des cloisons intérieures pour pouvoir créer des unités qui vont répondre aux besoins. Mais la forme, la structure globale, le revêtement également, tout a été conservé. Donc, c'est ce qu'on veut faire, essayer de consommer moins. Est-ce que j'ai un espace qui est existant? Est-ce que j'ai un bâtiment? Est-ce que j'ai des matériaux que j'ai récupérés également? Vous voyez à droite l'édifice Wilder, qui est une jolie photo, en fait, de soir comme ça. Vous voyez que derrière la peau de verre se retrouve un autre bâtiment. Eh bien, c'est un ancien bâtiment également, là, un peu plus, je dirais, industriel, tout bon, en béton et briques, justement, une grosse masse thermique, qu'on est venu habiller de verre pour pouvoir répondre, en fait, à nos objectifs de résistance thermique également. Donc, on vient s'approprier l'espace existant, on vient travailler avec l'espace existant. Ça ne vient pas sans défi. Quand on travaille avec l'existant, on trouve aussi des défis au fur et à mesure qu'on avance dans les projets. Mais on peut réaliser de belles performances comme ça, surtout pour justement réduire notre fameuse empreinte écologique et notre empreinte carbone. Au niveau des stratégies de sobriété en carbone, si on est dans le bâtiment neuf, si on n'a pas récupéré de matériaux ou de bâtiments, on peut quand même faire des choix intelligents dans nos matériaux. Donc, vous voyez les deux projets que vous avez ici. Vous avez le Mountain Equipment Co-op à Laval et de mémoire, c'est le Avril également à Laval, donc l'Avril Supermarché. Donc, on va maximiser justement nos matériaux de bois au détriment de d'autres vêtements, par exemple, comme tout ce qui serait, par exemple, maçonnerie, tout ça, qui sont très énergivores et qui ont une très grosse empreinte carbone. Donc, on va favoriser tout ce qui a un contenu recyclé.
biosourcé, comme le bois, comme je mentionnais tout à l'heure. Tout ce qui est local également, donc du bois qui vient d'ici versus du bois qui vient d'Asie, ça n'a pas du tout la même empreinte. Donc ça, ce sont des éléments qui sont aussi à considérer. Et bien sûr, des matériaux qui sont durables. Donc, si on construit un bâtiment qui, par exemple, nécessite un certain entretien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui n'a pas été bien communiqué ou même entériné par le personnel d'exploitation, ça va être probablement un bâtiment qui va avoir une détérioration précoce. Donc, c'est important, comme je mentionnais tout à l'heure, d'avoir les gens d'opération autour de la table et de dire, ouais, voici ce qu'on voulait créer, voici l'empreinte carbone, justement, qu'on doit respecter. Ça nous donne tel choix. Êtes-vous confortable avec ces choix-là? Donc, les gens vont discuter justement au niveau de l'entretien, de la maintenance des systèmes, que ce soit au niveau de l'enveloppe ou des autres matériaux là, du bâtiment. La troisième étape, donc, on a exploré, on a touché à plein de stratégies. Maintenant, c'est lesquelles de ces stratégies-là sont bonnes, vont être performantes également pour le projet. On arrive parfois dans les ateliers de conception intégrée, puis il y a des gens qui font une belle liste, là, et ils disent, OK, on va faire ça super durable, puis ils vous montrent toutes les stratégies que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous le dis, c'est impossible d'intégrer toutes ces stratégies-là dans un seul et même projet. Il faut faire des choix. À ce moment-là, on va essayer de voir lesquels, en fait, vont rentrer dans nos fameux paramètres, là, budget, échéancier, tout ça, mais aussi nos paramètres de performance qu'on s'est fixés. Donc, la qualité, c'est aussi un volet très important. Donc, je vous mentionnais en début de présentation que les outils, c'était quelque chose qui allait nous aider justement à mieux prendre des décisions sur un projet. Je vais vous montrer trois volets, en fait, trois modélisations qui ont été réalisées sur le même projet. Donc, qui est nos bureaux qui ont été finalisés il y a déjà quelques mois. Donc, vous voyez trois petites photos ici. Donc, à gauche, notre belle agora où les gens peuvent luncher, peuvent également travailler. La cuisine qui est au centre, en fait, qui est au centre même du bureau aussi. Comme on dit au Québec, on favorise les parties de cuisine. C'est un peu ça, là. En fait, on vient retrouver toute la communauté au centre de l'espace, là, autour de notre fameux comptoir de cuisine. Et à droite, l'atelier de travail qui est composé de plusieurs zones. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé justement pour s'assurer de faire les bons choix? Point de vue carbone, je vous ai mentionné d'emblée qu'Edifica était carboneutre depuis déjà 2020. Donc, on ne peut pas juste balayer ça et dire, ben là, on a des nouveaux espaces, là, à ce moment-là, ça ne compte pas. Non, tout compte, en fait, dans l'empreinte carbone. Et puis, on avait également comme objectif cible dès le départ d'atteindre les fameuses certifications LEED et WELL. Donc, on a obtenu LEED Platine il y a déjà 2 semaines, je crois, de ça. Et puis, le WELL de niveau platine également s'en vient. Mais pour pouvoir atteindre des hautes cibles de performance comme ça, il faut également lever la barre là, très haute au niveau des choix de design, que ce soit au niveau de l'aménagement que de l'électromécanique. Donc, qu'est-ce qui nous a accompagnés dans nos décisions dès l'étape concept? Donc, la réalisation d'une ACV, une analyse de cycle de vie en phase de concept, donc très tôt dans un projet, mais également en conception détaillée. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est mesurer l'impact environnemental des travaux qui vont être effectués par les matériaux qui vont être consommés, renforcer notre engagement. Comme je mentionnais, là, les objectifs doivent être collés sur la culture d'entreprise. Et puis, identifier les pistes d'amélioration pour aussi orienter la prise de décision. Donc, l'exemple du bois tout à l'heure, c'est quelque chose qui est venu sur la table à un moment donné. Donc, on avait à choisir là, entre deux essences de bois, deux manufacturiers. Donc, on a comparé tout simplement les analyses de cycle de vie de ces différents produits-là pour pouvoir faire des choix qui sont intelligents. Donc, plusieurs stratégies, plusieurs solutions ont été retenues. Donc, les bois faibles en carbone, les panneaux de béton qui sont aussi locaux à titre de revêtement, la pierre naturelle, donc si on peut garder aussi des matériaux bruts et non des matériaux composites, on vient réduire encore une fois cette empreinte carbone-là. Le gyps également à haut contenu recyclé.
Et puis, la réutilisation de matériaux et de mobilier existants. Donc, pratiquement tout le mobilier, je crois qu'il y a quelques bureaux qui ont été rachetés là, cette année, là, mais tout le mobilier a été récupéré de notre ancien espace et également des cloisons aussi qui ont pu être récupérées là, pour agrémenter notre espace. Donc, un projet, un seul étage dans un bâtiment, donc une soixantaine de postes assis. On parle quand même d'un potentiel de GES de 34 tonnes de CO2 équivalent. Donc, imaginez pour des plus gros projets, quel serait l'impact. Puis pour compenser ce 34 tonnes-là, juste en matériaux, là, on doit planter environ 1500 arbres. Donc, pour un étage d'espace à bureau, 1500 arbres. Puis on en a fait des efforts en plus dans le choix des matériaux, dans la récupération du mobilier, comme je mentionnais tout à l'heure. Donc, dans le volet un peu plus circulaire aussi, justement, le contenu recyclé des matériaux et tout ça. Donc, 1500 arbres, c'est pas rien. Pensez-y sur vos propres projets également. Un autre élément qui nous a aidé à prendre de meilleures décisions, c'est bien sûr les modélisations énergétiques. Donc, on en a réalisé plusieurs. Donc, simulation énergétique en phase de concept, encore une fois, pour tester différentes stratégies. Et puis finalement, en conception détaillée pour confirmer qu'on rencontrait nos performances. Donc, les premières qu'on a réalisées, c'était bien sûr d'identifier puis d'analyser les besoins énergétiques et puis de mesurer l'impact des stratégies potentielles. Donc, on est arrivé avec des solutions 1, 2 et 3. Et puis, on est allé comparer, en fait, cette fameuse empreinte GES-là de chacune des solutions. Puis, on a pu prendre des décisions éclairées. Parfois, des décisions qui étaient liées au budget, parfois des décisions qui étaient liées tout simplement et plus directement même à l'empreinte carbone pour finalement déployer des solutions qui vont être à haute efficacité, qui va être à la hauteur de nos cibles aussi qu'on s'était fixées de carboneutralité et puis finalement contribuer au budget de projet aussi par l'obtention de subventions. Donc, ce sont des outils qui vont vous aider tout au long du projet. Donc, au 407 McGill, qu'est-ce qui s'est passé? On a optimisé avec ces simulations-là dès le départ les cédules puis les paramètres de confort. OK, oui, c'était nos propres espaces, mais d'emblée, quand on fait des premières simulations, on y va avec vraiment des cédules de contrôle qui sont un petit peu plus standards. Puis, on ne s'était pas nécessairement posé les questions sur, OK, les gens arrivent à quelle heure? On fait du 8 à 5 ou, tu sais, donc, on est vraiment allé étudier les habitudes des gens pour optimiser, en fait, ces paramètres-là. L'aérothermie, la récupération de chaleur également qui ont été intégrés dans le projet. Un espace qui était 100% électrique. Pour nous, c'était une exigence, encore une fois, pour rencontrer les objectifs de carboneutralité de la ferme. L'optimisation des densités lumineuses en fonction de la tâche. Vous allez le voir aussi dans le prochain outil. Donc, on s'est questionné sur chacune des zones pour ne pas mettre la même densité lumineuse, la même intensité, je pourrais dire, à travers tout l'espace. Donc, on avait des besoins précis à des endroits très ponctuels. Détecteurs de présence et de luminosité pour ne pas éclairer pour rien non plus. Des appareils Energy-Star, que ce soit tout le parc informatique ou encore les électroménagers. Et bien sûr, des robinets qui sont à faible consommation pour, encore une fois, réduire notre consommation d'eau chaude. Donc, nos réductions potentielles, parce que ça reste des simulations, on va pouvoir le mesurer également dans la prochaine année. C'est une réduction de 23,2 de consommation énergétique, puis de 23,2 également en GES par rapport à un bâtiment qui serait standard. Donc, selon les derniers codes en vigueur. C'est quand même intéressant. Des émissions annuelles de 0,28 tonnes de CO2. Pourquoi c'est si petit? Tout simplement, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on était à 100% au niveau de la source énergétique, 100% électrique. Donc, on a une très faible empreinte. Et donc, annuellement, on va avoir besoin de planter 12 arbres pour éponger cette empreinte-là. Un autre élément aussi qu'on a pu mesurer qui nous a aidés dans nos choix, c'est bien sûr les modélisations d'éclairage à la fois naturel et artificiel. Donc, ce sont deux outils qui nous ont soutenus là, à travers les différentes étapes. Donc, ce qu'on voulait, la première chose, c'est d'orienter l'aménagement de l'espace, d'identifier les gains de chaleur potentiels. Donc, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir son bureau tout de suite à côté d'une fenêtre puis qui fait chaud au début de l'après-midi. Ça, c'est pas intéressant du tout. Et puis, donc, on vient modifier justement nos paramètres de confort, puis on vient partir la climatisation lorsque ce n'est pas nécessaire.
Donc, on est venu optimiser justement cet aménagement-là. Et puis, déployer la lumière artificielle en appui à la lumière naturelle. Donc, on est venu aménager une certaine lumière. Comme vous voyez, en fait, sur les deux modélisations qui sont présentées à l'écran, vous avez juste en haut la photométrie, donc qui a été réalisée pour la lumière artificielle. Et puis, notre équipe a également réalisé une simulation d'éclairage naturel pour identifier quelles étaient les zones qui étaient intéressantes au niveau de l'autonomie en lumière naturelle, mais quelles étaient également les zones qui pourraient être incommodées justement par de l'éblouissement ou encore des gains de chaleur importants. Donc, ce sont deux outils qui ont été mis à jour à maintes et maintes reprises au fur et à mesure qu'on avançait dans le concept du projet. Donc, un éclairage artificiel qui a été conçu selon les différentes zones de travail. Vous voyez que ce n'est pas égal partout dans l'espace. On a optimisé ces densités-là selon les tâches précises. Et puis, justement, qu'on a déployé, en fait, dans l'espace les détecteurs de présence et de luminosité. Les bons outils au bon moment pour faire les bons choix, c'est à peu près ça qu'il faut retenir aussi pour le volet, je dirais, l'approche de conception intégrée. Donc, on ne veut pas aller juste à la fin mesurer ces éléments-là pour pouvoir faire le bilan. Comme un peu je vous ai présenté aujourd'hui, je vous ai présenté des résultats, mais les mesures, ces outils-là vont vous servir dans les premières étapes pour justement réduire cette empreinte-là de façon très efficace. Vous allez avoir des solutions A, des solutions B, vous allez avoir des empreintes carbone pour ces deux solutions-là et vous allez pouvoir faire des choix adéquats en fonction de vos objectifs de performance. La clé du succès, pardon, une affaire d'équipe. Donc, cinq petits je pourrais dire takeaways, des conclusions là, pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, le premier, c'est vraiment le client doit porter la démarche. En tant que professionnel, vous êtes approché par des clients qui ont des idées, qui ont des besoins, puis tout ça. Mais si le client ne porte pas cette démarche-là de réduction de l'empreinte écologique ou encore de carboneutralité, vous ne réussirez pas à l'atteindre tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui doit être porté justement par le client. Vous devez le convaincre que c'est justement les bons choix à faire et puis qu'il va pouvoir en bénéficier également par la suite. Une équipe avec des objectifs communs. Donc, on travaille ensemble dès le départ. Je n'ai pas une équipe d'ingénieurs d'un côté puis une équipe d'architectes d'un côté qui ont des objectifs différents, des codes différents, tout ça. Non, non, on vient mesurer ensemble la performance là, dès les premières étapes avec ces outils-là, puis on prend des décisions ensemble. Ce que vous avez vu tout à l'heure pour l'aménagement, donc on a regardé les résultats justement de simulation énergétique par rapport à l'aménagement, puis si on déplaçait justement un peu cet aménagement-là, optimiser l'éclairage qui était attribué à l'aménagement, on a pu faire des choix qui nous ont permis d'atteindre justement quelques réductions de kilowattheures de plus là, par la suite. Donc ça, c'est très important. Donc des objectifs communs. Du travail collaboratif et une transparence qui est continue, je dirais que ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc, vous avez des résultats, sont positifs, on les partage, c'est sûr, sont négatifs, on les partage également. Donc, c'est important d'apprendre de ces validations-là, de ces tests-là. Donc, quand on a justement des solutions ABC, c'est très possible qu'il y en a une qui ne fonctionne pas, qui ne rencontre pas les performances, mais il faut quand même le communiquer pour que tout le monde comprennent les efforts qui ont été faits, acceptent les décisions également, donc ce qui va permettre justement d'atteindre des buts qui vont être communs et une performance qui est commune. Se remettre en question pour pousser à l'innovation. On entend trop souvent encore dans les projets, ouais, mais on fait ça de même d'habitude, j'ai toujours fait ça comme ça, je fais ma simulation juste à la fin des plans et devis. Faut savoir se remettre en question. Donc, les outils que je vous ai présentés, c'est à peine quelques-uns là, quand on parle de développement durable là, sur un projet. Mais ces outils-là vont vous permettre de valider justement à différents moments où est-ce que vous êtes rendu avec cette performance-là et est-ce que vous avez atteint les cibles ou est-ce que vous devez aller encore plus loin ou est-ce que vous les avez tout simplement dépassées? Donc, ce qu'on veut, c'est pousser l'équipe ensemble à l'innovation. Et finalement, célébrer
Les programmes de certification que j'ai parlé en début de présentation, ce sont des outils qui permettent aussi de célébrer. Donc, à la fin, quand on atteint nos performances, on a notre super sigle de certification. Bien, ça permet aux gens, en fait, ça gratifie les efforts de chacun des membres de l'équipe là, qui ont été réalisés. Et puis, tout le monde a hâte de mettre ça dans son portfolio de projet là, par la suite. Donc, c'est important à la fin d'un projet, qu'il y ait un programme de certification ou non, de célébrer ces victoires-là, ces innovations-là qu'on a réalisées sur les projets. Donc, les fameux post-mortem, il ne faut pas les laisser de côté. C'est très positif pour l'équipe qui est en place pour les projets futurs. Voilà, en fait, ça fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. Je vous dirai à la fin, c'est à vous de jouer pour la suite. Là, je vous ai présenté surtout des exemples justement qui étaient dans mon domaine de pratique, donc l'environnement bâti. Mais l'approche intégrée, comme je mentionnais au début de la présentation, c'est quelque chose qui est applicable en fait à tous les domaines, que ce soit du développement de produits, d'approches, de conseils stratégiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. Très intéressante présentation qui a été inspirante, semble-t-il, parce que nous avons beaucoup de questions. Alors, on va commencer par la première. Quelle stratégie passive ou active devrait devenir la norme pour tous les projets et comment faire évoluer cette conscience? Oh, c'est une bonne question. J'ai de la misère à en choisir qu'une seule. C'est sûr que tout ce qui est orientation du bâtiment, c'est une des stratégies qui est les moins coûteuses. Par contre, c'est une stratégie qui est difficile à réaliser sur tous les projets. Habituellement, on a un projet qui est assez restreint là, sur notre site. À ce moment-là, j'irais en deuxième lieu avec la résistance thermique globale d'un bâtiment. La résistance thermique, pour ceux qui sont peut-être moins dans le bâtiment, c'est d'essayer justement de diminuer les ouvertures, diminuer les ponts thermiques, de bien les orienter et puis d'augmenter notre isolation dans chacune des parties de l'enveloppe. En gros, j'ai essayé de vulgariser ça rapidement, mais c'est la stratégie qui va rester la plus payante à la fin, à la fois pour le confort des occupants, pour diminuer la charge, mais également à la fin, là, justement, dans le budget électromécanique, on peut faire des gains à ce niveau-là si justement on a un bâtiment qui est très résistant thermiquement, on peut avoir des moins gros systèmes. Merci beaucoup. La prochaine question. Comment réussissez-vous à aligner votre modèle d'affaires dans les projets publics qui sont faits au décret? Ça aussi, c'est une autre bonne question. C'est une approche qui est d'emblée utilisée, en fait, dans les projets publics. Donc, tous les projets publics qui sont, de mémoire, c'est 5 millions et plus, ont un processus de conception intégrée obligatoire qui est imposé par la SQI. Donc, à ce moment-là, les processus, eux, sont déjà intégrés dans la conception, on pourrait dire, plus traditionnelle d'un projet. Donc, on est déjà obligé d'y aller en processus de conception intégrée. Par contre, pour le volet de l'objectif de carboneutralité ou de réduire l'empreinte, c'est pas facile, là. Je dirais pas que c'est facile du tout, du tout. On a quand même certains objectifs avec le gouvernement, avec différentes entités municipales également, donc gouvernement provincial et fédéral qui ont des cadres de performance. Donc, on doit atteindre soit des certifications LEED ou encore des certifications carbone zéro qui nous permettent justement de tous travailler dans cet objectif-là de carboneutralité-là. Mais ça, c'est imposé justement par nos organismes qui viennent appuyer la démarche. Si on fait des projets publics municipaux qui n'ont pas de politique interne au niveau du développement durable, oui, ça serait plus difficile. Mais quand même, nos grandes villes les ont déjà et puis nos paliers de gouvernement provincial et fédéral ont déjà ces objectifs-là. Merci. Quels sont les matériaux que vous privilégiez pour atteindre la carboneutralité? Misez-vous sur le bois, évitez le béton, matière hybride, etc. Oui, en fait, je ne me ferai pas d'amis là-dessus. Je vous ai mis l'empreinte écologique des différentes sources énergétiques tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait pour les matériaux.
De bois, d'emblée, le bois, c'est vraiment le matériau qui a la meilleure empreinte écologique. Par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, entre du bois local et du bois qui vient de l'Asie, par exemple, on n'est pas du tout dans la même empreinte. Il ne faut pas oublier que le bois, c'est également une ressource importante au Québec. On devrait la mettre plus de l'avant. Oui, il y a de l'acier recyclé, oui, il y a du béton recyclé, mais ça n'accottera jamais l'empreinte écologique du bois. Merci. Quelles sont les économies envisageables relatives aux boucles thermiques? Ah, mais ça, c'est différent d'un projet à l'autre. On a fait des projets où on a fait des analyses, justement, des modélisations de boucles thermiques dès le départ dans le projet, dans la phase concept, et puis la conclusion, ça a été non, on n'en fait pas. Donc, c'est vraiment très, très, très variable d'un projet à l'autre. Je ne peux même pas vous donner un chiffre, là. Dans un cas, ça peut être 20 dans un cas, c'est 0. Donc, c'est vraiment pas une solution à appliquer là, sur tous les projets. Il faut le valider dès le départ. Prochaine question. Est-ce que ce processus de conception intégré engendre des délais lors de la mise en œuvre de construction, de projets de construction? Non, c'est tout simplement qu'on met plus d'efforts dès le départ. Et puis, on a même fait, nous, des processus de conception intégrée avec des gérants de construction, donc qui étaient impliqués, que ça soit au niveau, encore une fois, municipal ou encore au niveau provincial. Dans les deux cas, ça s'est très, très bien passé. Puis, je vous dirais que c'est même agréable. Donc, souvent, c'est des projets qui vont être en conception, en fast track en réalité. Donc, on va lancer certains lots. Et puis, on va commencer le projet, on va continuer la conception, tout ça. Donc, ça se fait encore mieux. On réussit à mieux maîtriser, en fait, les risques de projet par rapport à ça parce qu'on a toujours notre gérant de construction qui nous rappelle qu'il faut rencontrer les coûts également. Merci. Prochaine question. Dans une approche intégrée de projet de développement durable, quel système intelligent est utilisé pour l'évaluation et la traçabilité de tous les intrants et extrants afin de valider, qualifier et certifier le projet entier comme tel en fin de réalisation? Je suis pas sûre de comprendre la question. On veut quantifier En fait, l'empreinte. la question porte sur les systèmes que vous utilisez pour en fait faire l'évaluation et la traçabilité des différents. OK. En fait, comme vous avez vu dans la présentation, il n'y a pas d'outil unique. Donc, on utilise plusieurs outils pour modéliser, pour tracer, en fait, comme je mentionnais, pour les matériaux, pour l'eau, pour l'énergie. On va faire différentes modélisations, différents calculs d'équivalence carbone également. Et tout ça, on vient les combiner pour estimer ou anticiper notre empreinte carbone finale. Par contre, comme je mentionnais, les programmes de certification peuvent nous aider à mieux cibler ce qui ne ferait pas partie de cette fameuse empreinte carbone-là. Donc, on parlait de préservation tout à l'heure du site, augmentation de la biodiversité, qualité de l'air, confort, donc d'autres éléments qui sont liés au développement durable, mais peut-être un peu moins à l'empreinte carbone d'un projet. Donc, ça, ce sont vraiment les programmes de certification qui vont nous permettre d'avoir une vision holistique sur tout ça. Mais ça fait 20 ans que je travaille là-dedans, puis je n'ai pas encore trouvé d'outils uniques pour pouvoir intégrer tous ces paramètres-là et puis certifier ça à la fin. Merci. Comment un choix de couleur de façade peut-il être stratégique pour les 4 saisons côté température? Bien, ça, c'est une bonne question parce qu'on n'est pas obligé de mettre la même couleur sur les 4 côtés. Même chose pour la fenestration. Donc, quand on parlait d'orientation du bâtiment tout à l'heure, si on ne peut pas le bouger, notre bâtiment, parce qu'il est plein pied, on peut orienter notre fenestration ou on peut même avoir des choix de résistance thermique et en fait, c'est ça, de qualité ou encore certains des fenêtres avec plus de gain thermique, d'autres moins de gain thermique selon l'orientation. C'est la même chose pour la couleur du bâtiment. Donc, on va y aller avec des couleurs qui vont être beaucoup plus pâles, qui vont être plein soleil pour éviter justement ces fameux gains de chaleur-là. Et puis, voilà, donc on peut vraiment y aller avec des stratégies différentes pour chacune des orientations du bâtiment. Même chose pour tout ce qui est les arbres qui seraient posés autour.
D'un côté, on peut mettre des feuillus, puis de l'autre côté, on peut mettre des conifères, juste pour justement s'assurer qu'on ait un maximum de gains solaires en hiver, et puis des arbres qui vont quand même nous couper des fameux vents dominants. Donc, nos conifères pourraient nous couper de ces vents dominants-là, justement, du mauvais côté, là. Donc, on va aller étudier notre bâtiment. S'il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qui est la bioclimatique du bâtiment, c'est lié, en fait, avec ces stratégies-là. Donc, on va identifier des stratégies qui vont être différentes selon chacune des façades du projet. Merci pour la réponse. On va prendre une dernière question parce qu'on arrive vers la fin de notre webinaire. Est-ce que les municipalités commencent à être sensibles aux matériaux à faible empreinte écologique dans les réglementations et critères d'urbanisme? Très peu. Et j'oserais pas dire non, mais presque. En fait, on a des municipalités qui sont très avancées. Je vais donner l'exemple de la ville de Montréal, qui sont très avancées au niveau de l'empreinte carbone, du carbone opérationnel. Mais par contre, encore une fois, au niveau du carbone intrinsèque, donc des matériaux, là, on a du chemin à faire partout. On commence à en entendre parler au niveau du fédéral. Travaux publics Canada a une réglementation là-dessus. Ça vise seulement le béton. Donc, on doit aller plus loin encore là au niveau des différents paliers gouvernementaux et municipaux pour pouvoir intégrer la notion de carbone intrinsèque là, dans les réflexions globales d'empreinte écologique.